Je reviens avec un podcast sur un sujet qui me passionne. Je vais le découper certainement en plusieurs parties parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais il faut bien commencer par quelque chose. C'est donc le sujet de la dépendance affective. Il y a sûrement énormément de possibilités, de process, de parcours qui existent. Je vais vous partager le mien et un petit peu toutes les choses que ça a affecté dans ma vie et comment ça les a affectés. Et un petit peu tous les concepts que j'ai pu découvrir autour de cette dépendance affective, parce qu'elle n'est pas isolée et parce qu'elle vient bien de quelque part et elle permet d'aller quelque part aussi. Donc moi, la dépendance affective, quand je mets le doigt dessus, ça va vraiment expliquer énormément de choses dans ma vie, énormément de choses, de façon de se comporter, de mon caractère, de mes interactions avec les autres, mes relations de couple, ma place dans la vie que je me donne, que les autres me donnent. Enfin voilà, ça va vraiment me donner une vision sur ce que je suis et sur ce que j'étais, qui est énorme. Et qui va m'apporter aussi des solutions énormes et des gros changements dans ma vie, une fois que j'aurai mis le doigt dessus et que j'en aurai compris un peu les pendants, quoi. Enfin, comment dire, tout ce qui dépend de ça. Donc, par où je vais commencer? Ça commence à l'adolescence, je pense, où je me rends compte que j'ai énormément besoin du regard des autres, mais comme c'est le cas pour beaucoup d'adolescents, puisque c'est le moment où on se construit notre identité propre et que du coup on a besoin de se comparer, de parfois être dans l'isolement, etc. Donc, à ce moment-là, je me rends compte que moi, j'ai beaucoup besoin de la relation avec l'autre, besoin d'être vue, d'être reconnue par l'autre. Et si je ne suis pas appréciée ou aimée par les autres, je me sens extrêmement mal. Je n'arrive pas à m'apporter cet amour-propre. Il faut qu'il vienne des autres. Que ce soit les amis, que ce soit les garçons, que ce soit mes parents, mes sœurs, enfin toutes les personnes qui sont proches de moi, que j'aime énormément et que j'ai envie qu'ils m'aiment aussi énormément. Donc ça commence à ce moment-là. Mais je vais pas mettre le doigt dessus, je vais juste me rendre compte que effectivement j'ai énormément, enfin les autres ont un énorme impact dans ma vie. Donc ça, je m'en rends compte. Sortie d'adolescence, on va dire début d'adolescence, quand on a 18, 19, 20 ans, je me rends compte que je suis jamais chez moi. J'ai toujours envie d'aller squatter chez les copains parce que toute seule chez moi, c'est pas rigolo. Je fuis un peu cette solitude. J'ai très envie d'être en lien, de me fondre un peu dans cette masse de l'ami qui m'apporte énormément d'affection, de rire, de divertissement, où j'apprends énormément de choses sur la vie en général. Enfin bref, j'ai envie d'être en relation. J'arrive pas à être seule avec moi-même en relation. Donc ça se montre par toujours cette envie de sortir, d'aller voir les copains, de squatter d'autres apparts, de dormir ailleurs que chez moi, par exemple. Je vais aussi avoir tendance à chercher des hommes assez tôt. À partir de la 6e, je suis en quête du grand amour
Et si on remonte juste avant pour faire une petite parenthèse, grosse blessure d'abandon et grosse blessure aussi, je pense, de rejet. Enfin, de toute façon, on a tous et toutes les blessures de l'âme qui sont présentes, les 5, mais on en a souvent qui prédominent plus que les autres. Et donc moi je pense qu'il y avait de l'abandon et du rejet qui étaient extrêmement forts à l'intérieur de moi. Je vais donc être en quête de l'amour très très tôt dans ma vie, comme je le dis, à partir de la 6e, parce qu'à ce moment-là mon père disparaît de ma vie et je ne sais pas si il est mort en prison ou si je vais le revoir un jour. Il disparaît réellement, il donne plus aucun signe de vie et je ne sais pas ce qui se passe. C'est très soudain et je n'aurai que des explications quasiment 10 ans plus tard. Bref, donc cette période est très difficile pour moi et je décide instinctivement de compenser le manque de mon père et de tout ce qui est difficile à la maison avec la recherche de l'amour avec un garçon. Cette recherche va se faire de façon obsessionnelle. Je vais chercher le lien, je vais chercher à plaire, je vais chercher à courir après les hommes comme si ma vie en dépendait. Et une fois que je vais réussir à avoir mon premier, on va dire ma première petite relation, mon premier béguin, on va dire ça comme ça, l'autre représente tout ce que j'ai. L'autre devient ma priorité. L'autre prend toute la place dans mon esprit, toute la place dans mon cœur et toute la place dans mon corps presque. Quand je disais dans un de mes podcasts, je sais plus lequel, que je mangeais, je buvais, je respirais selon le mec que j'avais dans ma vie, c'était vraiment ça. Je calais mon emploi du temps sur la personne en question. J'organisais tout pour être disponible pour cette personne. S'il aimait le rock, d'un seul coup j'aimais le rock. Si il aimait jouer de la basse, d'un seul coup je voulais découvrir la basse. S'il s'habillait plutôt d'un style, moi à ce moment-là j'explorais ce nouveau style. Enfin voilà, toute ma vie était calquée sur ce que l'autre est, sur ce que l'autre a, et moi c'est tout nul, c'est tout vide, c'est tout pas intéressant. Donc il y a que l'autre qui existe et je veux rentrer en fusion, en symbiose complète avec ce qu'est l'autre. Voilà, ça c'est une partie de ce que ça va amener, la dépendance affective. C'est une première étape. Les étapes qui vont suivre sont beaucoup moins rigolotes et c'est là que apparaît vraiment la névrose ou les névroses qui en découlent. Je vais avoir tendance à être hyper proche de la personne avec qui je sors. J'ai tout le temps envie que la personne soit avec moi, que ce soit physiquement, que ce soit au téléphone, par message. J'ai tout le temps besoin que la personne me prouve son amour par des paroles, par des gestes, par des actes. À ce moment-là, je connais pas les 5 langages de l'amour. Qui sont un très bon livre à consulter quand vous êtes ou pas en relation pour comprendre comment quel est votre langage de l'amour, qu'est-ce qui vous touche, comment on peut vous dire je t'aime de différentes manières, que je me perde pas.
Donc à ce moment-là, voilà, j'ai énormément besoin qu'on me prouve l'amour, qu'on me le montre, etc. Sinon, je suis dans un état d'insécurité constante. Ça vire à l'obsession, c'est-à-dire que je vais être capable d'appeler 10 fois de suite la personne si elle ne répond pas au téléphone, parce que derrière je m'imagine un scénario catastrophe, de me dire que peut-être qu'il est avec une autre femme, peut-être qu'il veut plus me parler parce que je suis trop nulle, peut-être que j'ai fait un truc mal et du coup je dois absolument l'avoir au téléphone pour absolument m'excuser plus bas que terre. Enfin voilà, ça amène une attitude obsessionnelle, angoissante, complètement sortie de la réalité, qui est affreuse et qui vous met dans des états catastrophes. J'étais constamment au bord de la crise d'angoisse quand j'en faisais pas complètement. Et donc ça, je vous en parle, j'ai entre 18 et 23 ans, on va dire ça comme ça, 23, 24 ans. Ça a duré un peu cette période où vraiment le truc a explosé, quoi. Et donc, je vais vivre un amour-passion qui va vraiment mettre le doigt sur ces extrêmes, en fait. Donc, tout ce que je vous dis là, ces comportements obsessionnels, de jalousie à des moments donnés. Alors, la jalousie, je l'ai pas tant vécue, enfin, comment dire, je l'ai pas tant exprimée comme on peut entendre parfois que des personnes sont jalouses maladives. Alors moi, peut-être que c'était tellement intériorisé que l'autre ne se rendait pas compte de comment ça pouvait me bouffer à l'intérieur, mais je n'étais pas du genre à faire des esclandres, à l'exprimer vraiment très fortement. C'était vécu très intérieurement, et j'ai pas senti que c'était ce qui me mettait le plus mal. La plupart du temps, c'était de me dire je ne suis pas assez bien, il va partir. C'était plus ça qui l'emportait que il est avec une autre directement. Donc c'est très autocentré aussi comme comportement, d'être dans cette dépendance affective finalement. On a l'impression d'être centré sur l'autre, mais en fait c'est vraiment un truc de soi à soi, quoi. Autre chose que cette relation passion, va pointer, c'est le côté victimisation. Donc ce truc de voilà, je suis trop nulle, je suis pas assez bien, je rencontrerai jamais quelqu'un qui m'aimera aussi fort que j'en ai besoin, c'est l'horreur, enfin voilà, ce genre de pensée qui pouvait tourner en boucle dans ma tête au moment où le couple n'allait pas bien, et qui faisait monter le problème en sauce, alors que peut-être le problème de base n'était pas si important au départ. Donc, je me rends compte un peu de l'ampleur que tout ça prend, et donc vers la fin de cette relation passionnelle qui a vraiment fait exploser le système à son apogée, on va dire ça comme ça, je me rends compte qu'il faut vraiment que je travaille sur moi et que je comprenne un peu mieux comment tout ça fonctionne. Alors, je suis déjà en travail depuis 2010 et même un peu avant. Je suis déjà en travail de psychothérapie, etc. Mais là, je vois que le couple est vraiment miroir de plein de choses. Et je ferai un podcast aussi spécialement sur le fonctionnement couple hétéro, en tout cas, pour ma part. Donc à partir de là, je commence à avoir des lectures autour du couple, autour de la dépendance affective, de la besoin de fusion, etc. C'est là que je comprends que c'est des mécanismes de défense, c'est des masques que j'ai endossés depuis les blessures d'enfance, pour m'en sortir dans la vie et pour avoir l'impression de guérir ou de pallier à tous les manques que j'ai vécus ou que j'ai cru vivre pendant que j'étais plus jeune et que j'avais pas la capacité d'analyser ou de prendre du recul à ce moment-là, que je vivais les choses de plein fouet.
Donc à ce moment-là, je suis enrichie de plein de lectures sur le sujet et ça me permet de prendre du recul sur ma situation. Je me rends compte aussi qu'avec la dépendance affective, j'ai tendance à choisir des hommes qui sont dans des schémas de pensée et dans des rôles bien particuliers. Je vais avoir tendance à attirer à moi des personnes type pervers narcissique, des dominants type dominant alpha, on va dire ça comme ça, des hommes qui ont énormément de charisme et d'autorité sur moi, qui sont très dominants. Et il peut y avoir aussi une attirance vers des personnes qui ont des dépendances aussi à des choses, des dépendances à des produits, des dépendances aux jeux vidéo, des dépendances à tout un tas de choses. Moi, dans mon parcours, ce que j'ai pu vivre, c'est des dépendances, enfin des hommes qui avaient des dépendances à des produits, donc cannabis ou d'autres drogues, et des dépendances à l'alcool, par exemple. Ça, j'ai pu le vivre aussi. Alors bien sûr, ils en sont pas conscients à ce moment-là. Ils sont même dans le déni complet de leur consommation, de leur comportement face à leur consommation. Et moi, ma quête à ce moment-là, en tant que dépendante affective, c'est aussi un des autres masques de la dépendance affective, c'est que je vais vouloir les sauver. Donc, je vais vouloir les aider à sortir de leur dépendance, quand bien même moi, je suis complètement dépendante de la relation d'eux et que ça, j'en suis à moitié consciente. Donc, on va être dans une espèce de codépendance comme ça, chacun un peu dans son déni. Chacun essaye de s'en sortir comme il peut. À ce moment-là, donc je suis complètement penchée sur l'autre. Je ne me vois pas beaucoup, à part quand je vais m'autoriser mes séances de thérapie ou de psychothérapie, etc. Mais sinon, je suis allée 80% de mon temps penchée sur l'autre et son problème de dépendance ou ses autres problèmes. Ce qui me permet moi de survivre, parce que tant que je ne me regarde pas, il y a pas de problème chez moi. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et donc, ça me permet d'aller bien. Ça me permet de me sentir utile. Ça me permet d'être utile. Ça me permet de me sentir, un peu indispensable à la vie de l'autre. Et du coup, si je suis indispensable à la vie de l'autre, il va pas me quitter. Et du coup, ça me rassure. Donc, tout ça, vous voyez bien que ça emmène des schémas. Donc, des schémas de pensée emmènent des comportements. Et ces comportements vous enferment dans des schémas que vous allez répéter un peu toute votre vie jusqu'à ce que vous mettiez le doigt dessus et que vous y mettiez de la lumière et que vous vous disiez que en fait ça suffit et que vous avez plus du tout envie de fonctionner comme ça. Moi, ce qui m'a permis de sortir petit à petit de ce fonctionnement-là, c'est que je l'ai trouvé souffrant. À chaque fois que j'ai eu le courage de quitter mes relations, parce qu'au bout d'un moment ça devenait malsain, ça devenait toxique, on se faisait du mal, je me rendais compte que je perdais à chaque fois comme une partie de moi. Comme si à chaque fin de relation, je devais tout reconstruire parce que tout était détruit. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais dans la vie, je ne savais plus quels étaient mes goûts musicaux, je ne savais plus qu'est-ce que j'avais envie de faire, quels étaient mes projets, etc. En fait, à chaque fois, ça balayait tout parce que je n'avais pas construit suffisamment fort et juste construit tout court mon propre univers dans la relation. Je ne m'étais pas laissé la place et la liberté d'être ce que je voulais être, et du coup à la fin de la relation, je n'étais toujours rien, puisque pendant cette relation, je ne m'étais pas construite. J'avais aidé l'autre à se construire, j'avais tout mis en œuvre pour que l'autre existe et s'épanouisse. Et du coup, une fois que je perdais l'autre, je perdais tout avec. Donc, une fois que j'ai pu mettre la lumière sur tout ça, je me suis dit, en fait, je ne veux plus vivre comme ça.
Alors, je vous dis pas que d'un seul coup, j'ai réussi à ne plus attirer le même type de mec, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des relations, je me suis davantage laissé un petit peu plus de place. Alors, ça a commencé vraiment tout petit. Ça a commencé par je voudrais aujourd'hui écouter un peu de ma musique. Tiens, aujourd'hui, je voudrais prendre 10 minutes et me lire un bouquin que j'adore. Tiens, aujourd'hui, il y a une copine qui m'a appelé, qui m'a proposé ça, je vais aller faire ça avec elle. Parce qu'avant, on en était à ce point-là, je ne me permettais pas de faire tout ça parce que il y avait que l'autre qui existait, il y avait que l'autre qui était important. Donc, j'avais aucun intérêt que de passer du temps avec moi-même ou avec des amis à moi. Ou en tout cas, c'était très difficile de faire la démarche. Je réfléchis s'il y avait d'autres, il y avait sûrement d'autres symptômes, mais en tout cas ceux que je vous ai nommés étaient vraiment les plus handicapants et les plus présents dans ma vie. Donc à partir de là, quand vous avez un petit peu analysé vos comportements de dépendance affective et de tout ce que ça affecte dans votre vie, que ce soit sentimental ou pas, vous pouvez petit à petit revenir vers vous. Revenir vers vous, vous remettre au centre de votre vie, en passant par vos valeurs, en passant par vos passions, en passant par ce que vous aimez faire, les personnes que vous aimez côtoyer. Là-dedans, il y avait aussi, dans les symptômes, beaucoup d'abnégation. Donc, c'est-à-dire que je me soumettais, je faisais toujours passer les autres avant moi. Et donc, vous remettre de la valeur à vous-même. Donc quand je dis tout ça, c'est pas juste ça se fait dans l'instant une fois que vous l'avez décidé. C'est je prends la thématique de me remettre de la valeur et je vais regarder tout ce que ça induit. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je prenais un sujet, donc là, me remettre de la valeur, me redonner de la légitimité, et hop, j'allais creuser le sujet. Hop, me remettre de la valeur, c'était checker que à l'époque, ça aurait dû être entre guillemets la figure paternelle qui aurait dû me donner de la valeur, de l'estime de moi-même, etc. Et comme cette figure paternelle n'a pas été présente, j'ai manqué de ça, puisque ma maman n'a pas fait non plus ce travail-là, mais en même temps, elle pouvait pas le faire puisqu'elle ne savait pas que ça existait pour elle-même non plus. Donc c'est voilà, on prend un sujet et puis on peut aller creuser seul si on a envie de faire ce travail en partie seul, ou encore une fois on peut aller voir un professionnel, un coach de vie. Enfin, il existe énormément de choses maintenant qui vous permettent de vous accompagner sur des sujets bien précis ou des sujets un peu plus vastes. Donc ça c'est une première approche de la dépendance affective, et je referai sûrement un podcast pour aller un peu plus loin, mais voilà ce que je voulais vous partager déjà pour aujourd'hui. Et je vous remercie.